Merci d'être avec nous. Quelle souveraineté sur les données? Le débat agite tout le monde en ce moment, que ce soit l'Assemblée nationale en France et même au niveau des instances européennes. Alors en France, la loi République numérique prévoit un droit à la souveraineté sur ces données. Ce droit remplacerait la propriété privée sur les données pour concilier protection des données personnelles et liberté d'entreprendre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce conciliable? Peut-on concilier liberté, sécurité et entrepreneuriat? Mais pour cela, encore faut-il savoir quelle souveraineté pour les données. C'est la question qui va nous intéresser ce matin. Je me suis interrogé en préparant ce rendez-vous. Je me suis dit, mais finalement, qui est souverain des données en France? L'État, l'utilisateur, mais auquel cas il serait plutôt propriétaire, le site, l'organisme qui récupère et exploite ces données, la souveraineté du stockage, même si on a appris ce matin qu'il n'y a plus de cloud souverain en France puisque SFR a pris 100% de Numergy. Et puis la souveraineté peut-être n'appartient des données n'appartient peut-être à personne, j'en sais rien. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce qu'à partir de là, c'est toutes les questions de business, bien entendu, qui sont liées, mais c'est aussi toutes les questions de protection. Je voudrais qu'on plante le décor et on va faire un rapide tour de table, déjà pour vous présenter et puis pour nous éclairer sur cette question. Je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Quémard. Bonjour, bah oui, au hasard, voilà. Je me suis dit que c'était bien. Merci beaucoup. Mais non, mais président de l'ACN, qui est l'Alliance pour la confiance numérique, j'imagine que cette question de souveraineté des données, vous y avez réfléchi. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, déjà qu'on est un petit peu en retard, donc j'y vais direct. Qui est le souverain des données en France? C'est un vaste sujet, parce que d'abord, il faut savoir de quelles données on parle, quels sont les acteurs. Mais je replacerai le problème un petit peu de façon un peu plus globale. Et je dirais qu'avant de se poser la question des données, il faut déjà se poser la question de l'identité de la personne, ou de l'identité de ce fameux propriétaire des données. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important, et on n'a pas de gestion ou de propriété de données sans gestion des identités. Ça, c'est la base de tout système, et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Et quand on dit l'identité, je crois qu'il faut aussi dire l'identité juste nécessaire. On travaille beaucoup à l'ACN sur un certain nombre de mécanismes, et je mettrai l'accent sur, par exemple, des mécanismes, ce qu'on appelle les ABC, Attribute Based Control, qui est un moyen de prouver son identité sans décliner son CV sur 5 générations. Et ça, c'est un mécanisme déjà très important. Vous voyez, être capable de prouver simplement qu'on a plus de 18 ans, qu'on habite Lille, ou qu'on mesure plus d'un mètre 70. Ça suffit dans la plupart des cas. Alors après, vous avez aussi une identité de base qui est une identité régalienne, et mon voisin de gauche est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, mais je dirais qu'à chaque donnée, on peut associer des caractéristiques qui permettent d'y accéder. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. On y reviendra, mais je pense que c'est quelque chose d'important. On va faire un tour de table, l'occasion de vous présenter et de planter le décor, comme je le disais tout à l'heure. Guillaume Blot, même question. Peut-être déjà une présentation rapide de vos activités, de votre périmètre d'action. On va commencer peut-être par là. Oui, merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, il me semble dans le programme être invité en faisant partie d'Etalab. En fait, je représente la direction interministérielle du numérique, du système d'information et de communication. Je suis en charge du service architecture et urbanisation, et plus particulièrement du programme aussi État Plateforme et France Connect. Et je représente ici aussi Etalab, qui fait partie de la DITSIC, puisqu'Henri Verdier n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Alors je me joins à ce qui vient d'être dit, on en reparlera par la suite sur l'identité numérique, puisque c'est un des grands sujets que nous sommes en train de traiter également avec France Connect. Mais pour répondre à votre question, je vais plutôt être assez factuel dans la réponse. Déjà, normalement, tout responsable de traitement, donc qui est apte à récupérer une donnée, en France au moins, normalement, il a fait une déclaration de finalité à la CNIL qui lui autorise à conserver cette donnée. Ensuite, les textes existent indépendamment de la loi sur le numérique en cours de discussion. Notamment, c'est le responsable du traitement qui est tenu de prendre toute précaution utile. Là, je lis directement l'article, parce qu'il suffit en lui-même, c'est l'article 34 de la loi CNIL. Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une donnée, même si elle est rattachée à quelqu'un,
elle est mise à disposition d'un responsable de traitement. C'est ce responsable de traitement qui a la responsabilité d'en assurer la sécurité. Merci pour cet éclairage, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Jean-Baptiste Carpentier à mes côtés, bonjour. Prenez le micro. Vous êtes délégué interministériel à l'intelligence économique. Peut-être expliquer plus précisément cette délégation, déjà en 2 mots, puis après je vous poserai la même question, bien entendu. En quelques mots, cette délégation a pour charge d'élaborer et de conduire la politique publique menée en France, destinée à s'assurer d'une maîtrise et de la compréhension des informations économiques, afin notamment de garantir justement la souveraineté économique de la France sur ces informations et sur ces enjeux économiques futurs. Alors si je vous pose la question sur ces données et leur souveraineté, vous me répondez quoi ? Je réponds, à la grande surprise de tout un chacun, la même chose que mon voisin de droite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le monde de la donnée est un monde qui est dans la légalité. Il y a du droit qui s'impose à la donnée. D'aucuns diraient peut-être d'ailleurs qu'il y a trop de droits, parce qu'on a des problématiques de conflit de loi, mais il y a en France un certain nombre de dispositions qui prévoient très précisément, comme il a été rappelé, qu'il y a des responsables de traitement, qu'il y a des responsables de la donnée. Ça ne signifie pas nécessairement une souveraineté. Alors je reconnais que là, j'élude un tout petit peu la question, mais je ne veux pas préempter le débat. Mais en revanche, on a un certain nombre de guides qui nous permettent d'ores et déjà de savoir à quel régime juridique se rattachent les données d'une part et les systèmes de traitement des données d'autre part. Savoir si ces dispositifs sont applicables et sont appliqués est une autre question. Alors, Romain Galen-Fontaine, alors vous traitez des données à l'imprimerie nationale, beaucoup même. Oui. On va expliquer comment vous faites tout à l'heure, mais déjà sur cette question, sur cette première approche, puisqu'on est en train de planter le décor et faire un tour de table, quelle est votre approche sur la souveraineté des données ? Alors, la question de la souveraineté des données, elle ne peut pas nous laisser insensibles à l'imprimerie nationale, puisque cette notion de souveraineté, elle est consubstantielle finalement à l'existence même de l'imprimerie nationale. C'est-à-dire le fait de disposer d'un opérateur industriel qui soit en capacité de gérer de manière sécurisée ce qu'il y a de plus précieux finalement pour nos citoyens, c'est-à-dire leurs données personnelles. Et c'est ce que nous faisons effectivement dans le cadre de notre relation et de notre mission qui nous a été confiée par le gouvernement français. Donc aujourd'hui, effectivement, nous traitons un petit peu plus de 25 millions d'identités par an pour le compte du citoyen. Et si vous remarquez que j'insiste lourdement sur ce mot de citoyen, c'est que pour l'instant, je ne l'ai pas encore entendu. Et que nous, notre approche à l'imprimerie nationale, c'est bien de considérer que c'est le citoyen qui est souverain sur ces données. Alors nous avons la chance, effectivement, en France, de vivre dans un État démocratique qui nous permet, avec des instances représentatives, de dire que la souveraineté du citoyen s'exprime à travers, effectivement, l'ensemble des corps constitués. Et je rejoins ensuite les propos du SGMAP et du délégué sur le fait que la légalité entourant cette protection des données traduit bien cette souveraineté du citoyen sur la donnée. Pierre Chastanet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez auprès du commissaire Oettinger que nous avons eu le plaisir d'accueillir hier même sur toutes ces questions de confiance numérique. Peut-être un mot déjà sur votre action. On va commencer par là, puis après vous nous donnerez un peu la vision européenne de cette question sur la souveraineté des données. D'accord. Merci de m'avoir invité. Donc effectivement, à la Commission européenne, je travaille dans l'équipe qui est en charge de sécurité et de confiance. C'est nous qui sommes en charge de la directive Nice, dont on a beaucoup parlé hier, Network and Information Security, sur lequel on devrait obtenir une adoption au printemps cette année. On est aussi en charge de l'implémentation du volet cybersécurité et de la stratégie européenne pour la cybersécurité. Conjointement avec d'autres services de la Commission européenne qui sont en charge des aspects cybercriminalité et dimension internationale du cyberespace. Et enfin, et ça c'est ma responsabilité plus personnelle, je suis en charge des politiques industrielles de cybersécurité, donc essayer d'amener au niveau européen une politique industrielle de cybersécurité. Peut-être pour poursuivre sur votre question, essayer de planter un peu le décor au niveau européen sur cet aspect de souveraineté des données. Le panorama est extrêmement large quand on adresse, parce que les perspectives sont extrêmement différentes.
J'ai la chance ce matin de remplacer un intervenant estonien. Et c'est peut-être par là que je voulais commencer pour vous présenter une perspective qui est complètement différente sur cet aspect de souveraineté des données. L'Estonie, c'est un petit pays qui est l'un des plus numérisés en Europe. Plus de 90% de la population qui paie ses impôts en ligne, l'intégralité de la chaîne de valeur du système de santé qui est complètement électronique, donc depuis la prescription jusqu'au remboursement, il n'y a pas un morceau de papier, donc ça fait rêver peut-être dans certains autres pays. Et dans un pays comme ça, donc, où le numérique est au cœur de l'économie du pays, la souveraineté des données, c'est un enjeu absolument essentiel, mais compte tenu du contexte géopolitique de ce petit pays, on se souvient de l'attaque de 2007 qui avait en gros rayé de la carte de l'Internet le pays pendant un certain nombre de jours. Pour eux, la souveraineté numérique, assurer leur souveraineté numérique, c'est s'assurer de la pérennité des données qui sont stockées dans leur pays, et du coup, ça veut dire répliquer ces données dans d'autres pays, pour s'assurer de la continuité de l'ensemble du système numérique national. Et c'est le rôle de l'État, pour le coup ? Oui, tout à fait. Donc, ils travaillent en partenariat avec d'autres pays européens pour s'assurer de la réplication de leurs données dans d'autres endroits, pour s'assurer, en cas de perte des données au niveau national, d'avoir un miroir de leurs données dans un autre pays. Donc, le rôle de l'État, et on parle aussi des clouds qui sont soumis à des législations nationales. Je voudrais saluer le dessin de Wittberg. Il sera avec nous, comme il l'était hier, durant les différentes plénières. Et puis ce dessin que j'ai sous les yeux, qui va apparaître sur votre écran et qui nous dit « C'est comme pour Tchernobyl, les clouds insécurisés s'arrêtent pile aux frontières de la France ». Voilà pour le clin d'œil. Jean-Pierre Kébard, vous avez abordé tout à l'heure la question de l'identité numérique. J'ai vu qu'il y avait des tweets qui commençaient à circuler là-dessus concernant cette identité. Et vous dites que c'est peut-être le point de départ finalement pour définir une souveraineté des données. D'abord, une identité numérique aujourd'hui, est-ce qu'elle est inviolable? Est-ce qu'elle est une réalité? Est-ce qu'on peut réellement, je dirais, l'exploiter pleinement et surtout être en sécurité, voilà, du côté des utilisateurs? Je dirais que votre question, elle est vaste, et je dirais que ça dépend de la problématique. Une identité inviolable, de référence, non usurpable, puisque le problème, il est là. Le problème, c'est l'usurpation de données. Si on usurpe la donnée, on a accès à des informations. Je dirais, oui, ça existe. Et mon camarade de gauche en est le dépositaire. Il n'y a pas de connotation politique. Hein. Mais par contre, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de cette identité inviolable pour tous les accès. Il y a un point qui est important et sur lequel je voudrais mettre l'accent. Il faut absolument qu'il y ait plusieurs niveaux de fiabilité dans l'identité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une identité, je dirais, banale. Pour démontrer que vous avez le droit d'aller à la piscine, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un coffre-fort numérique de EAL7. Par contre, dans certaines actions, en particulier les actions vis-à-vis de l'État, lorsqu'on a des actions, des relations de type des sites gouvernementaux, là, il y a besoin de ce genre de choses. Donc, il est important d'avoir le bon niveau d'identité correspondant à la transaction qu'on veut effectuer. Et deuxième point important, je voudrais faire le parallèle entre la privacy et la sécurité. Parce qu'on oppose en permanence ces deux points. Ces deux points sont complémentaires. Et ce qui est en cours de réflexion, de développement, je voudrais mettre l'accent sur une action européenne qui est importante, qui est un mandat européen de normalisation qui a été lancé, qui est le mandat 530, sur le Privacy by Design. C'est-à-dire définir des moyens de concevoir des systèmes qui sont sûrs, entre guillemets, au niveau privacy. Et je n'opposerai pas le privacy by design, le security by design dont on a parlé hier. Je dirais que l'avenir, ce n'est pas la sécurité contre la privacy, c'est plus de sécurité et plus de privacy. C'est bien ça l'objectif. Et il faut tous ensemble qu'on y travaille. Et ça repose sur des mécanismes à trois, en général, c'est-à-dire un régulateur, un industriel et quelqu'un qui vérifie la conformité. Et là, on met en place des moyens de garantir à la fois la sécurité et la privacy. Si vous voulez réagir, vous réagissez à tout instant, bien entendu. On est là pour faire une table ronde très interactive et c'est vrai que beaucoup de pistes ont été... Guillaume Blot, vous vouliez peut-être réagir? Prenez le micro devant vous, parce qu'effectivement, oui, là, le cadre est posé.
puisque là, le débat s'est tout de suite attaqué à traiter le sujet de l'identité numérique. Déjà, à l'échelle européenne, il y a aussi un règlement sur les services de confiance qui s'appelle le règlement IDAS. Donc, je ne vais pas l'expliquer ici, mais qui répond déjà à la première préconisation, enfin, que nous partageons, M. Kemar et de la CN, c'est qu'on doit aligner le niveau de confiance. C'est comme ça qu'on parle de l'identité en fonction de l'usage que l'on veut en faire. Donc, dans le règlement IDAS, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 niveaux. Faible, substantiel, élevé. Après, ça va se décliner, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Ce que je veux indiquer, c'est que vous avez fait l'articulation entre security, privacy par design. Il y a aussi simplicité et facilité de l'usage que je voudrais rajouter. Donc, c'est une triptyque. Je vais plutôt m'appuyer sur des exemples puis terminer par parler un petit peu de ce que l'on fait quand même sur France Connect juste à la fin pour l'illustrer. Quand vous payez une amende en France, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous identifier. Ce qui nous importe, c'est d'avoir un moyen de paiement qui paye l'amende. On rajouterait une couche. Voilà, ce que l'on cherche, c'est simplifier l'accès et faciliter le paiement le plus rapide de l'amende. Dans d'autres cas, il est sûr que si demain on a un service en ligne pour demander un nouveau titre, comme une carte d'identité, là, il faudra avoir probablement un niveau de sécurisation très élevé. Donc, il faut articuler privacy par design, sécurité et facilité dans l'usage. Alors, ce que l'on fait avec France Connect, on est au cœur en fait de ce débat, plutôt dans un rôle de régulateur. On ne cherche pas, contrairement à ce qu'il se dit avec France Connect, à créer un nouveau ou un fournisseur d'identité numérique. Le principe, c'est de s'appuyer sur des fournisseurs d'identité numérique déjà existants au sein de l'administration et probablement demain en dehors de l'administration, ce qui est déjà le cas en termes d'expérimentation, parce que nous faisons des expérimentations avec La Poste, par exemple, aujourd'hui. Donc là, c'est traiter le mécanisme, on va dire, d'identification et d'authentification. Mais nous avons rajouté une chose, et ça fait le lien avec le débat sur la souveraineté des données, c'est que dans le cadre de ce projet, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est faciliter la vie de l'usager en arrêtant de lui solliciter pour que lui-même, il apporte des justificatifs sous forme papier, le plus souvent, représentant des informations qui sont détenues par ailleurs par l'État. C'est le principe du dites-le nous une fois. Donc, c'est à partir du moment où on a identifié correctement la personne, sur la base de cette identité, c'est d'aller chercher la donnée correspondant à cette personne dont on a besoin pour faire une démarche, par exemple le revenu fiscal de référence. Et là, nous avons mis en place un mécanisme de privacy par design basé sur une logique de consentement. D'ailleurs, la CNIL, qui a été sollicitée en juillet dernier pour rendre un avis sur France Connect, nous avons prévu de rendre ce consentement optionnel. Ça dépend des usages. La CNIL a été plus loin parce qu'elle souhaite que le consentement, en tout cas c'est une recommandation, soit systématiquement demandé à l'usager. C'est dans son avis qui est publié au journal officiel. C'est-à-dire dès qu'on veut aller chercher une donnée ailleurs relative à un usager, on demande préalablement à l'usager son accord. Et on le trace, mais uniquement pour information de l'usager. Voilà, je voulais juste dire qu'on est en train de traiter des sujets comme ça en termes d'expérimentation au sein de l'État. Et il y a les 3 sujets. Quand vous parlez de simplification, c'est vrai que les entreprises prochainement seront soumises à ce qu'on appelle la DSN, qui est la déclaration sociale nominative, qui sera une seule déclaration à un seul guichet et qui couvrira l'ensemble des autres déclarations qui sont faites, notamment pour la déclaration de vos charges sociales. Une question tweet, vous pouvez envoyer vos tweets bien entendu, n'oubliez pas le hashtag FIC 2016. Peut-on parler de souveraineté des données lorsque celle-ci est avant tout une prérogative d'État ? Comment définir la souveraineté? Ça vous interpelle? Ça vous laisse de marbre, j'ai l'impression. Non, par construction, ça m'interpelle moi, un peu en quand tout même, cas, ouais. dans mes fonctions. Mais en réalité, on parle nécessairement de souveraineté des données, parce que dans tous les cas, la souveraineté existe. D'ailleurs, l'intitulé de la table ronde, c'est bien quelle souveraineté? C'est-à-dire, il y a une souveraineté. En toute hypothèse, croire qu'une donnée est un objet de non-droit sur lequel ne s'exerce pas de souveraineté est un pur fantasme. Il y a une souveraineté. La question est de savoir laquelle, qui exerce un droit, une puissance sur ces données. Et à cet égard, je rejoins un autre tweet qui rappelle effectivement que la problématique de la souveraineté, c'est avant tout la problématique du citoyen. C'est savoir quel est le droit qui va s'exercer, quelles sont les règles qui vont s'appliquer à des éléments dont il est soit propriétaire, soit détenteur, soit à l'origine. Et donc c'est sa liberté. Et là, la problématique qu'il y a, je reconnais, qui est délicate à trouver, c'est effectivement des équilibres entre
les secrets qui sont nécessaires, les règles de la privacy, les règles aussi de sécurité, ne nous voilons pas la face, qui peuvent imposer aussi des violations à la privacy, c'est inéluctable. Et là, la question est de savoir si c'est nous qui appliquons ces règles, nous collectivement, les citoyens au sein d'un État, au sein d'un groupe d'États qu'est l'Union européenne, ou si on laisse d'autres organisations appliquer à nous-mêmes des règles que nous n'aurons pas pu discuter démocratiquement. Je vais donner la parole à Romain Galen-Fontaine parce qu'il y a un tweet qui m'interpelle aussi où il est écrit « Le citoyen doit rester souverain sur ses propres données ?» point d'interrogation. Oui, mais ceux qui les utilisent doivent assurer leur sécurité. Ça vous interpelle, j'imagine, un petit peu? Oui, bien évidemment, et ça me fait rebondir effectivement sur ce que disait M. Carpentier, à savoir que c'est bien parce que le citoyen délègue sa souveraineté à l'État, qu'il est de la responsabilité, et quand je parle de l'État, c'est vraiment au sens large, c'est également au sens des opérateurs qui interviennent pour lui, d'assurer cette jonction obligatoire entre le respect de la donnée personnelle et sa protection et sa sécurité. Enfin, on ne peut pas différencier les deux, parce que c'est uniquement à ce prix-là qu'on maintiendra suffisamment de confiance parmi la population sur comment est-ce que nous organisons le cadre de l'utilisation de la donnée. Et peut-être ensuite, pour faire le lien avec d'autres choses que nous aborderons tout à l'heure, quand on voit effectivement les avancées du projet de loi sur la République numérique, l'idée de créer un service public de la donnée ou d'ouvrir l'utilisation de la donnée ne pourra se faire que si et seulement si on maintient l'acceptabilité du dispositif parmi la population, et ceci ne pourra passer que par un traitement particulier de la donnée personnelle, de la donnée identifiante et de sa sécurité dans le système. Je ne pense pas, par exemple, que nos concitoyens accepteraient de voir tout d'un coup l'imprimerie nationale faire du big data sur les 25 millions d'identités que nous avons. C'est technologiquement possible, mais ils ne le voudraient pas, et je les comprends tout à fait. Donc c'est vraiment à l'aune de ce lien entre sécurité, identité et privacy qu'il faut analyser l'ouverture de la donnée. Votre stratégie dans la gestion des données qui vous sont confiées, souvent très sensibles d'ailleurs, elle s'appuie sur ces trois piliers-là? Oui, bien évidemment, je ne reviendrai pas sur les bonnes pratiques en matière de gestion des données que nous mettons en place, parce qu'on les vit au jour le jour avec les personnes de la CNIL, du AGMAP, de l'ANSSI. La CNIL d'ailleurs, dont je remercie la sollicitude, puisque nous avons un audit CNIL dès mercredi, donc c'est gentil d'avoir attendu la fin du FIC. Mais parmi l'ensemble des données que nous traitons, il y a bien évidemment les données qui nous sont confiées dans le cadre de la gestion de leur cycle de vie, lorsque nous opérons par exemple dans le cadre du secteur de l'identité numérique professionnelle pour le ministère des Transports. C'est aussi un élément souverain que d'être en capacité d'agir sur le cycle de vie de la donnée. Et puis, il y a toute la partie plus liée à la production des titres d'identité régaliens, où là, nous avons dû apprendre à travailler sur le fait de traiter de la donnée sans jamais la conserver et sans y avoir accès. Quand nous produisons votre passeport, votre permis de conduire, nous avons des règles de gestion qui nous interdisent et qui nous empêchent technologiquement, effectivement, d'avoir accès au cœur de ces données. Et je terminerai peut-être par ce qui est le plus nouveau et en même temps le plus intéressant de notre débat. C'est dans le cadre de ce que nous pouvons faire, notamment pour l'INSERM, dans le cadre de l'accompagnement de la cohorte Constance. C'est la capacité à gérer l'anonymisation du flux de données, notamment des données identifiantes dans le cadre de la recherche épidémiologique. Donc nous recevons effectivement les consentements des personnes qui ont intégré la cohorte et nous différencions les données identifiantes et les données de recherche avec tout un système d'anonymisation et de cryptage. Alors, Jean-Pierre Quémard, prenez un micro, réagissez. Juste, il y a 2-3 questions auxquelles on va essayer de répondre, qui sont intéressantes, que vous avez pu voir. Justement, je réagis à ce que dit Romain et au tweet qu'on vient de recevoir. Je crois qu'il faut savoir aussi que ça repose sur une base technologique. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont en cours de normalisation. Je vous ai parlé d'ABC tout à l'heure. L'anonymisation, le chiffrement morphique, par exemple, ce sont des choses qui permettent de traiter des données, de faire des traitements statistiques sans les déchiffrer. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Ces mécanismes existent, sont en cours de normalisation. Et alors, comme toujours, ces mécanismes, ça peut être les meilleurs ou les pires des choses. Ça va dépendre de la façon dont ils sont employés. Ça va dépendre des réglementations à mettre en œuvre. Et en particulier avec la CNIL, on a travaillé au niveau normalisation sur ce qu'on appelle les PIA, Privacy Impact Assessment, qui est une méthodologie qui permet d'évaluer un petit peu la pertinence de l'information personnelle. Et je dirais donc à la question
nos usages du numérique sont-ils uniques pour tout à chacun? Non. Non, parce qu'il n'y a pas un ADN. C'est la particularité, justement, de ces données. Ça va dépendre de l'usage. Et suivant les cas, ces données seront effectivement personnelles, vont être protégées. Dans d'autres cas, ils ne le seront pas. Donc, il n'y a pas un seul profil ADN. Il y a des profils qui vont dépendre des usages. Et, dernier exemple, c'est pas du tout pareil de traiter des données pour avoir accès à un billet SNCF et dans le domaine médical. On est bien conscient que le type d'information n'est pas protégé de la même façon. Sur cet exemple-là, je suis d'accord, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'utilisateur est capable de savoir quel est le degré de données qu'il est capable de confier? Vrai. Et je vais plus loin. Quand on lui dit elles ne sont pas conservées, elles sont effacées, est-ce qu'il a l'information? Est-ce qu'on peut lui prouver qu'elles n'existent plus, ces données? D'abord, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire une donnée effacée. Alors, oui, ça, d'abord, l'effacement. On sait que sur le net, le droit à l'oubli, c'est compliqué. Non, mais là, après, c'est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est ce fameux triptyque entre le régulateur qui définit des règles, des industriels qui vont concevoir des produits, des solutions, et à la fin, des sociétés d'assessment, de conformance, etc., des laboratoires comme les CESTI au niveau sécurité, qui vont être capables de dire, effectivement, c'est conforme, les mécanismes qui ont été employés sont conformes à la loi, à la réglementation ou à l'usage qu'on veut en faire. Et effectivement, le citoyen en tant que tel, ce n'est pas lui qui est capable de vérifier, mais ça repose sur un triptyque solide entre de la réglementation, des industriels qui développent des produits de confiance qui vont être certifiés avec les 3 niveaux dont parlait Guillaume Blot, et des laboratoires qui vont le vérifier. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas d'autre méthode. L'autodéclaration, si vous voulez, en particulier, il y a des grands débats, je dirais, transatlantiques entre une vision européenne où on dit la conformance, elle doit être vérifiée. Ce n'est pas du déclaratif. Ça, c'est un pilier, là. Hein. C'est un pilier européen qu'il faut défendre. Ouais. On va découvrir un nouveau dessin, puis je vous donne la parole, Guillaume. Il est très inspiré, Wittberg. Le difficile débat sur la souveraineté. Nous sommes ravis de discuter souveraineté avec nos partenaires américains, et en face, nous sommes plus précisément de nationalité Facebook. Ça rejoint aussi un tweet tout à l'heure qui nous indiquait pourquoi les municipalités et les administrations invitent leurs concitoyens à aller sur Facebook. Alors évidemment, comme vous le disiez, les données apportées sur Facebook, normalement, lorsqu'il s'agit d'une promotion d'une ville, ne sont pas d'une grande importance, mais voilà, c'est une porte qui s'ouvre. Guillaume Blot, vous voulez rebondir, et puis moi j'ai d'autres questions à vous poser. Oui, je rebondir, parce que là, en fait, nous débattons en termes de souveraineté des données, mais essentiellement sur les données personnelles. Oui. Donc en fait, tous les principes qu'on évoque là se résument sur ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire que finalement la souveraineté de la donnée, elle appartient est attachée aux citoyens, si vous préférez. Donc comment lui fournir cette autodétermination? Je tiens quand même à rappeler que pour le droit à l'oubli, où la souveraineté de ces données s'est énormément renforcée dans les textes qui viennent d'être votés, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui passent ensuite au Sénat. Donc je vous invite à les lire, même en termes de sanctions et de dispositifs à mettre en place. Et il est évident que dans ce débat est demandé aussi un rapport au futur commissariat, enfin un rapport doit être remis sous 3 mois pour un commissariat à la souveraineté numérique, qui a comme objectif dans ce rapport de traiter la souveraineté nationale et les droits. Je ne viens pas sur le débat de l'operating system. En plus, Guillaume Poupard y a répondu hier, donc je m'associe pleinement à sa réponse. J'en viens à sortir de ce débat exclusif sur l'autodétermination informationnelle. La souveraineté des données, elle est liée à la souveraineté aussi nationale. C'est le fait qu'il y ait Facebook aussi qui apparaisse. Et tout ce qui est lié à l'open data. C'est un petit peu aussi le rôle d'État Lab. Et c'est aussi de mettre à disposition des données qui ne sont pas forcément des données personnelles, parce que derrière, il y a des enjeux de développement économique, et la souveraineté est aussi liée à ça. Donc le débat est plus large que celui de l'autodétermination informationnelle quand on parle de souveraineté. C'est vrai qu'on aurait pu vous poser la question, mais vous avez bien fait de préciser qu'effectivement, entre données personnelles et puis données publiques, dans le sens qu'elles peuvent servir à créer demain de nouveaux business. Vous voulez réagir ? Juste un mot sur le précédent dessin pour montrer tout à fait justement, pardon pour m'inscrire en faux, justement, les données Facebook ne sont pas de nationalité Facebook. Elles ont une nationalité. Et c'est bien tout le débat. C'est bien tout le débat qu'il y a depuis d'ailleurs quelques semaines aussi, relancé par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Schrems, qui a rendu illégal le safe harbour et donc certains mécanismes de transfert de données, c'est que justement les données Facebook ne sont pas de nationalité Facebook. Facebook
traite des données selon le droit américain, qui est parfaitement respectable, mais qui a une autre vision de la privacy, notamment que le droit européen, qui a une autre vision du droit à l'oubli, et qui n'est pas toujours compatible avec le droit européen et le droit national. Voilà la précision. Pierre Chatanet, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je crois que l'importance du cadre réglementaire au niveau européen est absolument essentielle et je crois qu'on a fait une avancée majeure à la fin de l'année dernière avec un accord politique sur ce cadre général sur la protection des données. Donc, pour la première fois, on va avoir une base stable réglementaire au niveau européen pour la protection des données en Europe. Et ça, c'est vraiment une avancée majeure qui va permettre après d'autres avancées, et en particulier dans le domaine technologique. Donc maintenant qu'on a un cadre réglementaire qui est commun, ça va permettre toutes sortes d'innovations technologiques qui n'étaient pas permises auparavant. Et l'Europe, de ce point de vue-là, est placée de façon stratégique pour permettre ce genre d'innovations qui ne vont pas se passer dans le reste du monde. Donc on pourrait tout à fait envisager que l'Europe devienne l'endroit où va se développer la prochaine génération de mécanismes de protection pour les citoyens, pour les entreprises, pour les administrations publiques. On se posera la question tout à l'heure sur cette réglementation, sur ces données, si elles ne sont pas un frein au business. Mais je voudrais avant demander à Romain Galen-Fontaine, dans la loi République numérique, il est question effectivement d'imposer à tous les organismes qui stockent des données un mécanisme de récupération et de portabilité des données personnelles sous peine d'amende. Est-ce que ces mesures risquent de compliquer vos activités? Quelle est votre approche par rapport à ces données personnelles qu'un individu, qu'un citoyen, qu'une identité numérique veut pouvoir récupérer aisément? Alors, sur ce point-là, d'un côté, il faudra voir précisément quelles vont être les déclinaisons opérationnelles qui seront prévues dans les décrets par rapport à cette intention. Donc là, je ne peux pas me prononcer sur la faisabilité technique ou ce que ça entraînera au niveau de la modification du process industriel à l'intérieur de l'IN. Maintenant, sur les données dont nous sommes dépositaires dans le cadre de l'État, là, je vais me retourner plutôt vers mon donneur d'ordre, à savoir l'État, pour voir effectivement ce qu'il souhaitera mettre en place en matière de gouvernance sur ce sujet-là. En tout état de cause, ensuite, pour les données qui nous sont confiées au titre de nos activités, par exemple en matière d'identité numérique professionnelle dans les différents secteurs économiques, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le transport ou dans l'éducation nationale, nous nous conformerons bien évidemment à la réglementation. Aujourd'hui, il est trop important d'envoyer un signal positif au niveau du citoyen sur la manière dont il peut faire jouer cette souveraineté pour que nous échappions à ce dispositif. Guillaume Blot, vous évoquiez tout à l'heure l'ouverture des données publiques qui pourraient profiter à la création de nouveaux business en France, voire en Europe. Est-ce qu'il ne faut pas craindre finalement, puisque ça revient assez souvent, que des multinationales qui ne sont pas en Europe et qui disposent des moyens techniques de les exploiter en fassent leur propre business? Alors, je vais rebondir jusque ce qui vient d'être dit juste avant pour faire le lien avec votre question. D'abord, on parle du droit à l'oubli, mais c'est aussi du droit à l'information. C'est surprenant à évoquer ce sujet-là à l'ère numérique, mais on ne sait pas souvent, enfin en tout cas moi c'est mon cas, toutes les informations que j'ai pu déposer et je ne sais pas où elles sont, même au sein de l'administration. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à savoir où elles sont. Voilà. Donc derrière, c'est aussi d'étendre la connaissance de l'ensemble des informations qui nous concernent et qui naviguent, je ne sais pas forcément le bon terme. Après, il y a le droit à l'oubli. Alors, par rapport à l'ouverture de ces données, d'abord, il faut distinguer quand même tout ce qui est données personnelles de données publiques, dites de biens communs. On est d'accord. Parce que l'accès aux données personnelles, en tout cas, nous, notre position, c'est que ça doit être fait exclusivement, c'est ce qu'on a évoqué juste avant, dans le cadre de l'autodétermination informationnelle. Et la meilleure règle, c'est avec le consentement de l'usager. Alors, se pose après l'exploitation de ces données en tant que telles. Pour l'ouverture de la donnée, franchement, si on prend tout simplement les GAFA aujourd'hui, ils ont déjà la capacité à collecter des données bien au-delà de ce que nous avons, nous, dans beaucoup d'organismes, même étatiques, de ce point de vue-là. Au contraire, le fait d'ouvrir les données, ça va permettre à des startups, à des milieux innovants d'utiliser ces données, d'imaginer de nouveaux services. Mieux vaut que... Enfin,
je vais citer une marque, je n'aime pas ça, mais volontairement. Moi, je préfère que l'INSEE fournisse les données des entreprises, parce que ça vient d'être décidé, et que ça laisse l'opportunité à un écosystème numérique innovant de les exploiter et d'avoir de nouveaux services, plutôt que ça soit Bloomberg qui soit la référence de données sur les entreprises en France. Voilà. Je crois qu'il faut voir le sujet à l'envers. Oui, en même temps, oui, on peut le regarder comme ça, effectivement. Peut-être une question pour à quand un espace Schengen numérique? C'est un des points que je voulais aborder en fait, donc c'est bien que ça arrive par Twitter. En fait, c'est un sujet que l'Allemagne a exploré de façon assez approfondie après les révélations Snowden. Et ils ont essayé d'envisager la création d'un espace Schengen du numérique. Donc ils ont approfondi un peu cette question et la faisabilité technique d'un tel système. Et en fait, ils se sont aperçus que ça n'est pas possible. Enfin, les flux de données sont véritablement transfrontaliers par nature et l'accès à certains services web en particulier n'est pas possible sans passer par-delà les frontières européennes. Après, ils ont quand même été un cran plus loin, nos collègues allemands. Ils ont regardé les flux d'emails. Ils ont analysé ça assez en détail. Ils se sont aperçus que la majorité des flux d'emails au niveau national restent au niveau national, puisque avec qui est-ce qu'on envoie des courriers électroniques? C'est nos amis, nos collègues, notre famille. Et donc ils ont, au niveau industriel, donc c'est pas quelque chose qui a été drivé au niveau étatique, mais par l'industrie, il y a une alliance qui s'est créée entre différents fournisseurs d'emails au niveau national pour que l'ensemble des données email qui circulent entre ces différents fournisseurs de services restent stockées et transitent uniquement sur des réseaux allemands. Donc c'est une alliance industrielle et qui garantit, donc ils offrent ça comme un outil marketing à leurs utilisateurs, de dire vos données vont rester en Allemagne à la fois pour leur transmission, leur stockage et leur traitement. Ouais, c'est peut-être pas évident à faire, puis on se demande aussi le coût supplémentaire. Il y a une question qui était intéressante, quid des datas produites par l'Internet des objets? Ça, c'est encore de nouvelles données qui arrivent. Jean-Pierre Quémard. Oui, alors effectivement, je parlais tout à l'heure des différents domaines. Je vous ai parlé de la santé, je vous ai parlé du transport, mais le domaine de l'Internet des objets, alors c'est un domaine qui est du greenfield. Là. Il y a rien qui existe quasiment. Tous ces capteurs, ces milliards de capteurs qui vont être connectés de façon plus ou moins hasardeuse à Internet ou à des réseaux non Internet d'ailleurs, la sécurité n'est pas prise en compte. Et je pense qu'effectivement, ça c'est un domaine important. Et je rebondirai un petit peu sur ce qui a été dit pour dire, attention, le numérique a horreur du vide. C'est-à-dire que si on ne développe pas, alors en Europe en particulier, des offres pertinentes, si on n'a pas des prestataires de confiance en Europe, si on n'a pas des labels européens de confiance, il y aura des gens qui viendront sur ces territoires. Donc la vraie priorité, et effectivement c'est bien d'avoir des opérateurs, d'avoir la commission autour de la table, c'est un vrai problème européen. Personne ne le traitera si on ne le traite pas nous. Hein. Enfin, si, il y en a qui vont le traiter, mais à leur façon. Hein. Donc il y a vraiment un besoin, et c'est ce qu'on fait à la CN, d'essayer de sensibiliser les gens, de développer, de proposer des stratégies, de proposer le label France Cybersécurité, là, qu'on a remis ensemble hier soir. Ouais. C'est un exemple pour identifier une offre. Parce que, si vous voulez, il faut bien savoir que dans les entreprises, les responsables des données, les gens qui vont traiter, enfin, le responsable informatique et liberté, très souvent, lorsqu'il va avoir à faire des choix technologiques, il va prendre des grands prestataires nord-américains qui savent très bien faire le boulot. Et ils disent toujours, de toute façon, moi, si je prends IBM, on ne me reprochera rien. Si je prends la PME locale, là, je vais avoir des emmerdements. Voilà. Romain Galen-Fontaine, vous voulez intervenir? Très rapidement, la question de l'Internet des objets, elle renvoie de manière encore plus percutante à la question que j'abordais tout à l'heure, finalement, sur la nécessaire obligation de traiter le cycle de vie de la donnée. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que je cesse de donner le droit à ma donnée d'être pertinente me concernant?
Pour l'Internet des objets, c'est la même chose. Il va falloir très vite se poser la question de comment est-ce que je gère la capacité de cet objet à connecter en mon nom et à diffuser de la donnée en mon nom. Et ça, il va falloir effectivement y répondre très rapidement. Alors, il nous reste 7 minutes. Je voudrais qu'on fasse un rapide tour de table. Ça passe très vite, vous le savez, Jean-Pierre. Ici, ça passe très vite, cet espace-là. J'aimerais qu'on fasse un tour de table qui sera un petit peu le mot de la conclusion. Et peut-être avec quelques questions un petit peu plus précises. Jean-Baptiste Carpentier, vous qui êtes délégué interministériel à l'intelligence économique, toutes ces questions que l'on se pose, qui sont légitimes, mais qui souvent donnent lieu à des réglementations, à des textes de loi nationaux, à des réglementations européennes, est-ce que, et vous pouvez aller plus loin pour la conclusion, est-ce que ce n'est pas un frein finalement à la démarche entrepreneuriale de nos entreprises européennes ou françaises ? Ah mais bien sûr que c'est un frein, mais dans un monde peut-être idéal pour certains, la loi de la jungle et le Far West a été un excellent moyen de conquérir l'Ouest. Il y a des limites à l'exercice. Sans aller jusque-là, mais en même temps, on peut s'apercevoir qu'on ne lutte pas à armes égales par rapport aux géants américains du web et nous. Attendez, d'abord, il ne faudra pas non plus faire un mauvais procès à nos amis outre-Atlantique. Absolument les pas. géants américains du web sont également régulés. Ils n'ont pas nécessairement la même régulation que nous. Dire que pour autant il n'y a pas de régulation outre-Atlantique, c'est faux. Il y a de la régulation. J'ai pas dit ça. Donc, c'est simplement, je lutte contre l'idée consistante à croire que le web est un monde de non-droit. Le web est un monde de droit. La simple question est de savoir quel est le droit qui doit s'appliquer et si les citoyens qui sont concernés par leurs données ou les données, d'ailleurs, les concernant aussi indirectement, parce qu'on a, enfin évidemment c'est trop court, il y a un sujet moi auquel je tiens beaucoup, c'est de rappeler qu'il y a des données personnelles, mais il y a aussi beaucoup de données personnelles qui concernent autrui. Quand je publie quelque chose sur un célèbre réseau social, je publie la liste de mes amis. Est-ce que c'est une donnée personnelle ou est-ce que c'est la donnée personnelle de mes amis ? Si vous voyez, là aussi, le sujet peut se compliquer parce que je publie aussi des choses qui concernent quelqu'un d'autre. Exact. Ma voiture connectée, quand je vais avec et que les données sont transmises dans tel ou tel pays, elle concerne évidemment ma voiture, mais elle concerne aussi les personnes chez qui je vais. Donc si vous voulez, là aussi, ce sont des sujets compliqués qui doivent donner lieu à des débats et à des régulations. Et ces régulations doivent effectivement, à un moment donné, être territorialisées, parce que la société est ainsi faite que les régulations se font dans un espace territorial qui, globalement, et à 99% pour nous, dans une large mesure pour nous, se fait au sein de l'Union européenne. Donc, il y a nécessairement une régulation. Il y a des régulations. La question est de savoir qui va faire ces régulations. On n'est pas dans des zones de non-droit, il n'y a pas de Far West. On peut rêver effectivement d'alléger les régulations, et sans doute d'ailleurs faut-il tenir compte dans les régulations évidemment de la capacité du business à continuer à traiter la donnée. Néanmoins, on voit bien, et ça a été évoqué tout à l'heure, que personne, j'imagine, dans la salle ne souhaiterait qu'on dérégule totalement les données médicales, par exemple. On est d'accord. Voilà, C'est vrai que ça aussi, je me charge de faire un très beau business à partir des données médicales ou à partir des données de l'imprimerie nationale. C'est sûr que si l'imprimerie nationale me donne ses 25 millions d'identités, je pense que j'ai moyen de devenir extrêmement riche. Je ne suis pas complètement sûr qu'on en soit d'accord. Donc, on en reparlera. On pourra faire un deal tous les deux. Voilà. Merci, c'était important cette précision-là. Guillaume Blot, en guise de conclusion, on a vu qu'il y avait différentes données, il y a la pertinence de ces données, il y a l'identité, je dirais, numérique qui est intéressante aussi, il y a le territoire, on va parler sur le niveau européen, ça veut dire qu'il y a plusieurs souverainetés peut-être finalement. Probablement, et le débat finalement ne fait que s'ouvrir. Oui, si on se replonge 10 ou 15 ans en arrière, on a eu quand même, dès le milieu des années 70, le débat en France, qui est rare, il ne faut quand même pas l'oublier. Et ça va me permettre de faire juste le mot de conclusion, pour laisser un peu plus de temps à mes collègues de droite. Je tiens à signaler que la France a un administrateur général des données. Tout le monde ne le sait pas. C'est Henri Verdier, il n'était pas là ce matin. Il vient de publier le rapport annuel au Premier ministre. Donc, je l'ai ici, je le signale, il est téléchargeable sur Internet. Il est vraiment très intéressant. Et je rajouterai une dimension. On a parlé par rapport à ces sujets d'open data, d'analyse de données, le potentiel économique, voilà. Mais il y a une dimension supplémentaire qu'il faut rajouter, c'est on va mettre peut-être en place des rôles pour réguler des choses, des liens avec les industriels. Va de toute manière se poser la question du contrôle démocratique à un moment ou à un autre. C'est-à-dire on peut parler de souveraineté, mais il faut aussi parler aussi de contrôle démocratique.
Et pour l'instant, on crée des instances, on n'a pas encore forcément imaginé cette dimension. Voilà, donc je pense qu'on n'est qu'au début du débat, il y a d'autres dimensions qui apparaîtront ultérieurement. On va donner la parole à Romain, juste pour vous dire, l'année dernière, j'étais là et j'animais souveraineté des données, vrai ou faux débat. Ça, c'était le thème l'année dernière. Puis cette année, on s'aperçoit qu'il y a un vrai débat. Et je pense qu'on en fera un autre l'année prochaine. Romain, en préparant ce rendez-vous, vous m'avez évoqué une notion de traces laissées sur le net. J'aime bien qu'on réfléchisse un tout petit peu à ça. Alors, votre conclusion est libre, mais juste sur ce point-là, au moment où on parle de données, il faut peut-être aussi parler de traces laissées qui peuvent conduire jusqu'au propriétaire. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus ? Alors tout à fait, mais comme on m'a laissé un peu de liberté, je vais juste aborder un premier point très rapidement. Le débat sur la donnée, il est sain, il est pertinent, il arrive au bon moment. Et là, je vais avoir peut-être un regard qui dépasse le cadre imprimerie nationale, hein, mais qui est peut-être de dire que cette ouverture de la donnée et le message qu'on envoie aux citoyens sur le fait qu'il est bien souverain sur sa propre donnée, ça va permettre également de remettre du lien entre les administrations, entre l'État et celui qu'on appelle le citoyen numérique. Alors ça fait peut-être un peu tarte à la crème de dire que le numérique va permettre de refaire un lien démocratique. En revanche, là, on lui donne un substrat important sur la base de la donnée, sur ce qu'en fait l'État et sur comment celui-ci peut intervenir. Voilà, ça c'était un premier point. Alors ensuite, sur le débat sur la donnée, effectivement, moi je suis assez surpris de voir qu'on l'aborde de manière très monobloc. Pour moi, il ouvre la voie effectivement à d'autres réflexions en se disant mais c'est bien que je sache où est ma donnée, ce qui me concerne, ma donnée identifiante, mais finalement on sait très bien, nous tous, qu'on peut également reconstruire de la donnée identifiante à partir de la foultitude des traces qui existent sur Internet. Et je pense que c'est peut-être dans un deuxième temps ce débat qu'il va falloir avoir, très pédagogique, vis-à-vis de l'internaute, vis-à-vis du citoyen, sur comment est-ce qu'on arrive à tracer ces traces. Est-ce qu'il y a une réglementation qui devra s'appliquer sur le sujet? Bref, comment est-ce qu'on arrive à donner corps finalement à ce lien entre ma souveraineté, les données et les traces qui me créent une identité ou des identités numériques en creux sur lesquelles je n'ai aucun regard et aucun droit d'accès aujourd'hui. Voilà, ça sera la suite du débat. Ça rejoint un petit peu un tweet. Je vois, les flux sont par nature transfrontaliers. On ne perd pas notre temps en parlant de souveraineté aujourd'hui. Vous voyez, on a parlé de traces. Ça sera peut-être le débat de l'année prochaine ici au FIC. Jean-Pierre Quémard, il y a peut-être un tweet qui veut... Le droit à l'oubli, c'est aussi le droit à l'information, de savoir où sont ces données sur Internet. Intéressant comme Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, on ne peut pas effacer, entre guillemets, une donnée si on ne sait pas où elle est, et c'est un vrai souci. Bon, là je crois qu'on aborde tout juste le problème, mais effectivement, ça pourrait être un bon sujet pour l'année prochaine, comment gérer les traces et le droit à l'oubli, parce que tout ça, c'est lié. Il suffit de lancer une recherche sur n'importe quel moteur de recherche avec son nom ou des événements, et on voit qu'on traîne des trucs dont on n'arrive pas. C'est comme le scotch du capitaine Haddock, ça, hein, on a du mal à s'en débarrasser. Mais pour conclure, rapidement, je dirais, moi, je formulerais un petit peu trois recommandations. La première, c'est normalisation des mécanismes élémentaires, mise en place d'une boîte à outils de mécanismes de base. Deuxième point, absolument définir plusieurs niveaux de confidentialité, de confiance, parce qu'une seule taille ne va pas pour tout le monde. Et troisième point, la mise en place d'une harmonisation, interopérabilité européenne, de façon à créer un marché suffisamment grand, parce qu'il n'y a aucun pays européen qui est capable d'aborder l'ensemble de la problématique. Il y a un travail là-dessus. Le mot de la fin. Oui, tout à fait. Pour continuer sur ce que Jean-Pierre venait de dire, les flux transfrontaliers au niveau européen sont absolument essentiels au bon fonctionnement du marché unique au niveau européen, que ce soit pour des services publics. Si vous allez passer des vacances au ski en Italie ou en Autriche, vous avez un accident là-bas et que vous voulez vous faire soigner sans avoir à faire tout un tas de
d'examen pas nécessaire ou en cas d'urgence, ça peut être bien d'accéder à vos données de santé dans un autre pays européen. Si vous allez prendre votre retraite dans un autre pays européen et vous voulez pouvoir encore accéder à votre système social ou de système de pension, c'est aussi bien de pouvoir accéder à vos données dans un autre pays européen. Je pense qu'on a réalisé au niveau européen qu'on ne maîtrise plus du tout l'ensemble de la chaîne de valeur technologique du numérique. Cependant, je crois que c'est essentiel et je crois qu'on réalise ça pleinement depuis quelques années, que c'est absolument essentiel de conserver les capacités industrielles et humaines au niveau européen pour sécuriser les données qu'on a en Europe. Sur ce, je voudrais juste dire que l'Europe peut être le continent le plus sécurisé, l'endroit où on veut placer ces données et innover dans le domaine de la donnée, le continent le plus sécurisé et le plus respectueux de la protection des données au monde. Merci. Jean-Baptiste Carpentier. Mais alors, 20 secondes, parce qu'il faut vraiment qu'on s'arrête après. Juste 10 secondes, c'est peut-être une suggestion pour la thématique de l'année prochaine, puisque vous nous avez fait remarquer qu'on progressait, puisqu'on se demandait s'il y avait une souveraineté. Maintenant, on se demande quelle souveraineté. Pour la thématique de l'année prochaine, je suggérerais de se poser la question quelle souveraineté pour quelles données, puisqu'on s'aperçoit, et effectivement c'est le cas, qu'il n'y a pas les mêmes souverainetés sur les natures de données, qu'il y a des données sur lesquelles il y a une souveraineté strictement individuelle, des souverainetés sociales, des souverainetés nationales, qu'il y a peut-être certainement des données qui doivent être publiques, et là la question est effectivement sans doute d'aller plus loin maintenant dans la réflexion et de se poser la question de savoir quelles sont les souverainetés au pluriel, sur quelles données au pluriel. Rendez-vous est pris l'année prochaine. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette plénière. Jean-Baptiste Carpentier, Guillaume Blot, Romain Galen-Fontaine, Jean-Pierre Quaimard et Pierre Chastenay. Je vous invite à regagner votre place. Et la suite du programme, c'est dans à peu près un quart d'heure, je crois.